Aujourd'hui, c'est la journée de l'Europe et je vais vous expliquer en quoi consiste l'Union européenne, dans quelles circonstances elle a été créée et comment elle impacte concrètement la vie des citoyens européens. Je suis Max-Valentin Robert, docteur en sciences politiques, chercheur à l'ESPOL et je vais vous parler de l'Europe aujourd'hui en ce jour si spécial. L'idée européenne, du moins, a été lancée après la Seconde Guerre mondiale, après le traumatisme de la Seconde Guerre mondiale, dans une optique de paix et de coopération entre des États européens à l'époque ravagés suite aux conséquences du second conflit mondial. En 1951 a été signée la Communauté européenne du charbon et de l'acier. Puis quelques années plus tard, en 1957, sont signés les traités de Rome instituant la Communauté économique européenne et Euratom, qui était une instance de coopération européenne chargée, comme son nom l'indique, de la coopération dans le secteur atomique. Plusieurs années après, en 1986, est conclu l'acte unique européen qui va petit à petit aboutir au processus qui va mener au traité de Maastricht. Alors le traité de Maastricht est signé en février 1992, il a été approuvé en France en septembre 1992 par référendum. C'est le traité qui va instituer l'Union européenne, telle qu'on la connaît aujourd'hui. Le traité le plus récent qu'on peut citer, c'est le traité de Lisbonne, signé le 13 décembre 2007, qui institue toute une série de réformes par rapport au cadre européen maastrichtien qui était en vigueur depuis 1992. Bonne question, c'est une question qui souvent prête à confusion dans les débats politiques liés au cadre européen. En fait, le Parlement européen élit le président de la Commission européenne et approuve les membres de la Commission européenne. Par ailleurs, il y a le Conseil européen qui est l'instance qui rassemble l'ensemble des chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne, qui eux, par contre, nomment la Commission européenne après approbation du Parlement. Vous avez ensuite donc la Commission européenne qui va faire une série de propositions législatives qu'elle va soumettre après au Conseil de l'Union européenne qui réunit les différents ministres des 27 pays membres de l'UE sur un sujet précis, par exemple agriculture, défense, etc. Et qui va également soumettre ces propositions législatives au Parlement européen. Là, vous avez les différents organes régissant l'architecture politique européenne. Il y a aussi des instances un peu plus autonomes, comme par exemple la Cour de justice de l'Union européenne. En fait, la Commission européenne va lui soumettre des contentieux et la Cour de justice européenne va se prononcer sur les contentieux soulevés par la Commission. Et il y a également le cas de la Banque centrale européenne, qui est une instance indépendante et qui gère l'euro. En fait, quand on regarde la littérature de sciences politiques consacrée à l'euroscepticisme, il y a plusieurs modalités de définition. Déjà, l'euroscepticisme, c'est l'idée de critiquer ou bien le projet européen en soi, ou bien les modalités d'intégration de ce projet européen. Dans la littérature internationale de sciences politiques, on distingue le hard euroscepticism et le soft euroscepticism. C'est-à-dire, ou bien, dans le premier cas, on critique le projet européen en soi, l'idée européenne en soi, ou bien, dans le cas du soft euroscepticism, on critique les modalités de réalisation du projet européen ou les politiques menées dans le cadre du projet européen. Dans le cadre de la science politique française, le politiste français Pierre Martin a résumé cette opposition en disant qu'il y a d'un côté les critiques de l'Europe cadre, c'est-à-dire qu'on critique l'idée européenne en soi, et de l'autre côté, la critique de l'Europe contenue, c'est-à-dire qu'on ne critique pas forcément l'Europe en soi, mais les politiques menées au sein de l'Union européenne. Avec mon collègue Romain Mespoulet, nous avons publié un chapitre dans le cadre d'un ouvrage collectif intitulé « Citoyens et partis après 2022 ». Et dans ce chapitre d'ouvrage, nous proposions une typologie des différents types d'euroscepticisme. Il y a d'un côté le souverainisme intégral, c'est-à-dire l'idée que les États-nations devraient se retirer de l'Union européenne, par exemple Brexit au Royaume-Uni ou Frexit dans le cas français. Il y a ensuite un deuxième type d'euroscepticisme qu'on nous appelons souverainisme partiel, dans le sens où là, ce seraient des partis politiques ou des figures politiques qui plaideraient pour une réhabilitation de l'échelon national pour certaines prises de décision, c'est-à-dire une déseuropéanisation pour certains domaines spécifiques. C'est le cas de plusieurs partis, notamment eurosceptiques de droite sur les questions d'immigration. Et enfin, on peut parler des alter-européistes. Alors, les alter-européistes, en fait, eux ne critiquent pas l'idée européenne en soi, mais critiquent l'orientation prise par l'UE. Et c'est notamment le cas des partis souverainistes de gauche qui vont critiquer une Union européenne qui, selon eux, va dans une direction trop libérale et qui vont donc prôner plutôt une Europe à la fois plus sociale et plus écologiste. Les alter-européens ne vont pas critiquer l'idée européenne en soi, mais vont critiquer la direction prise par l'UE. Autant
les différents types d'euroscepticisme ont beaucoup été étudiés dans la littérature en sciences politiques, autant les différents types d'européisme ont été un peu moins étudiés. Toujours avec mon collègue Romain Mespoulet, ce que nous avons proposé, c'est de distinguer entre les différents types d'européisme. Et on a retenu deux grandes catégories. Il y aurait d'un côté les européistes post-nationaux et de l'autre les euro-instrumentalistes. L'europhilie post-nationale, c'est tout simplement l'idée fédéraliste. C'est l'idée que l'échelon national est de toute façon dépassé et qu'il faut essayer de déléguer le plus de pouvoir possible à l'échelon européen, puisque ce serait l'échelon le plus pertinent face à l'internationalisation de certains grands problèmes, comme la crise climatique par exemple. Du côté de l'euro-instrumentalisme, l'idée c'est de soutenir une européanisation vue comme servant les intérêts de l'État-nation. La politiste Emmanuelle Rungoat a synthétisé ce type de discours, dans le cas français, en le catégorisant, en le qualifiant de discours de souci de la France en Europe. C'est-à-dire que ces partis-là vont être pro-européens, mais pro-européens dans une optique de défense de l'international. C'est-à-dire on défend l'Europe dans la mesure où ça sert l'intérêt de l'État-nation concerné. Donc vous voyez que de même qu'il y a différents types de souverainisme, différents types d'euroscepticisme, il y a aussi différents types d'européisme et différentes manières d'être pro-européen. On estime que depuis la création du programme Erasmus en 1987, 14 millions de personnes auraient bénéficié du programme Erasmus. Par ailleurs, en 2022, la France était le pays qui envoyait le plus d'étudiants à l'étranger via le programme Erasmus. De manière très concrète, on voit que l'Union européenne influe directement sur la vie notamment des jeunes citoyens européens via la facilitation des possibilités d'étudier à l'étranger, de découvrir d'autres pays, d'autres cultures, d'autres systèmes éducatifs. Un autre exemple où on voit l'impact concret de l'UE sur la vie concrète des citoyens européens, c'est la liberté de circulation, instituée via l'espace Schengen en 1995. Alors l'espace Schengen ne regroupe pas l'intégralité des pays membres de l'UE, elle ne regroupe que 25 des 27 pays membres de l'UE, plus les 4 pays membres de l'Association européenne de libre-échange, la Suisse, le Liechtenstein, la Norvège et l'Islande. L'Union européenne constitue une instance de facilitation de l'organisation de projets de recherche européens. Par exemple, l'UE finance des projets de recherche permettant la coopération entre plusieurs universités européennes investies dans des projets de recherche communs. C'est le cas du Conseil européen de la recherche, créé en 2007, qui finance des projets de recherche réunissant plusieurs universités européennes, qui donc favorisent des dynamiques de coopération entre universités européennes. C'est le cas également du projet Horizon 2020, lancé en 2014, qui finance également des projets européens, des projets de recherche qui rassemblent plusieurs universités européennes entre elles. Donc, aussi bien pour les étudiants que pour les enseignants-chercheurs ou les chercheurs impliqués dans des dynamiques de recherche transnationale, l'Union européenne constitue un facteur de facilitation dans ces dynamiques de coopération européenne.